Bonjour tout le monde, je suis content de vous retrouver. Nous sommes le mardi 14 juin 2022. On est dans un contexte de marché un petit peu compliqué. Le Bitcoin vaut 22 500 dollars. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué en fait depuis cette chute, cette dernière chute que l'on vient de vivre. C'est quelque chose qu'on ne constatait pas avant, même quand le Bitcoin était à 40 000, à 35 000, à 30 000. Mais là, avec un Bitcoin à 22 000, c'est quelque chose qu'on observe. Et ça, peut-être que c'est un signe de capitulation. En tout cas, c'est peut-être un moment clé où on peut observer une majorité de personnes dans le désespoir, dans le déni, dans un moment où on se dit effectivement c'est le moment où vraiment je revends tout, je sors de ce marché et j'arrête tout, je veux plus jamais investir dans les cryptos. Je pense qu'on est vraiment plutôt dans cette période de temps. Et je vous prends un exemple ici, un crypto rover, donc c'est un YouTuber et également un mec qui poste des tweets que je suis sur Twitter. Et effectivement, bah voilà, il met un graphique quand même assez pertinent ici, où on voit quelque chose d'assez intéressant, notamment les différentes phases de bear market. Et on constate par rapport à ces moyennes mobiles que l'on revient sur des niveaux qui semblent en tout cas intéressants. On l'a vu hier dans l'émission que j'ai faite, qu'effectivement, si on reprend les pourcentages de retracement par rapport aux différentes hausses, en fait, en fonction des indicateurs, on n'a pas toujours les mêmes résultats. Effectivement, c'est peut-être un indicateur qui l'arrange et que de mettre celui-ci à l'écran et de voir que là, nous sommes sur la ligne verte, ça l'arrange, c'est pour ça qu'il l'a fait. Mais malgré tout, je pense qu'il n'a pas tort sur le principe de dire qu'on est sur un niveau d'achat historique. Et quand on regarde les commentaires des personnes, voilà, par exemple, le premier commentaire, et ça c'est quelque chose que je trouve très intéressant, le premier commentaire c'est quelqu'un qui précise qu'elle n'achètera pas de Bitcoin avant les 14 000. Et ça c'est quelque chose quand même de super intéressant, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne procèdent pas par des achats par palier, qui vont vraiment vouloir attendre un prix unique et précis pour investir, en se disant ça c'est le bon prix, je veux acheter à ce prix-là. Comme si ces personnes-là lisaient l'avenir et savaient que c'est le prix, voilà, où le Bitcoin va s'arrêter, il va toucher les 14 000 et remonter. Il faut bien comprendre et se mettre dans la tête que, en fait, je pense, hein, c'est mon avis, qu'on ne sait vraiment pas ce qu'il va se passer à l'avenir. Il faut partir de ce principe-là, hein. Vous ne pouvez pas regarder des vidéos sur YouTube des influenceurs crypto, regarder simplement leur graphique et comme ça, cliquer sur le graphique comme ça et vous dire ah ben voilà c'est bon, on est sur la ligne de support, c'est bon, ça arrête aux 22 000 et donc dans 2 semaines le Bitcoin retourne aux 60 000. En plus j'ai vu sur mon fil d'actualité YouTube plein voilà, de vidéos où effectivement les YouTubeurs annoncent un marché bullish désormais. J'ai vu ça sur les miniatures et effectivement l'image de la vidéo, mais j'ai pas vu les vidéos, mais c'est pas grave. Et donc je pense qu'effectivement là c'est le meilleur moment pour acheter, je fais all-in aujourd'hui sur le Bitcoin. Voilà. Donc ça c'est quelque chose, hein, vous le comprenez bien, qui n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Vous pouvez très bien, sur un coup de chance tout de même, réussir votre coup. Malgré tout, attention, c'est pas la meilleure façon d'investir. Et si vous faites ça sur la durée, donc sur plusieurs années, c'est votre façon de faire, on va dire, c'est votre façon de raisonner, vous risquez sur le long terme en tout cas d'être relativement perdant. Donc pour résumer, hein, ce que fait un YouTuber en général, en tout cas c'est ce que je fais personnellement sur la chaîne, c'est que je mets des niveaux sur lesquels le Bitcoin est susceptible d'aller. On voit qu'il y a le premier objectif qui a été atteint. J'ai créé la chaîne en novembre 2020. On a le premier objectif qui a été atteint, le deuxième objectif qui a été atteint. On voit que le troisième n'a pas été atteint. On ne sait pas ce qui va se passer, on se positionne sur un marché, on se met des objectifs, des niveaux de support, de résistance, on essaye d'identifier un petit peu les mouvements du marché, tout en restant conscient qu'on ne sait absolument pas ce qui va se passer, et que ben voilà, le marché fera bien ce qu'il veut, c'est régi par l'offre et la demande, hein. Il n'y a personne qui peut vous dire ce qui se passera sur un marché financier, vous le comprenez bien. Je retourne rapidement sur ce tweet, donc je vous laisserai regarder, hein, je ne vais pas forcément le faire, mais là j'ai regardé un peu les commentaires. Les gens sont vraiment énervés contre cette personne-là, comme d'ailleurs c'était le cas sur mon émission d'hier, si vous regardez les commentaires un petit peu, comme c'est le cas sur d'autres youtubeurs. En fait, on est vraiment, je pense, dans un moment clé où beaucoup de personnes sont en train de capituler, probablement, en tout cas où la majorité est en train aujourd'hui de sortir du marché pour probablement dans leur tête ne plus y rentrer. Peut-être qu'en fait ils re-rentreront dans le marché quand ils verront un Bitcoin qui fait x2, x3 par rapport au prix d'aujourd'hui. Mais en tout cas aujourd'hui ils ont décidé de ne plus du tout finalement investir dans les cryptos. Je pense qu'on est vraiment dans cette période clé et ça peut annoncer pourquoi pas un bottom, mais en même temps on sait très bien qu'il y a des niveaux inférieurs qui peuvent être atteints. C'est très difficile de connaître un bottom, donc on ne sait pas ce qui va se passer. L'Ether a quand même perdu 34% sur 7 jours, ce qui est énorme, hein. Le Binance Coin 23% sur 7 jours. On va regarder un peu aujourd'hui les graphiques, on va faire une analyse rapide
du Bitcoin, hein, pour commencer. Hier, on a parlé des niveaux un petit peu à la baisse qui peuvent être atteints. Aujourd'hui, on va parler des niveaux à la hausse. Si jamais là, on a spoté, on va dire quelque chose, un bottom. Bien sûr, on ne sait absolument pas si c'en est un ou pas, mais en tout cas, on va spéculer sur le fait que ça puisse en être un pour essayer de voir les niveaux également à la hausse. Et puis, on va parler aussi des altcoins. Pourquoi les altcoins? Parce qu'il se passe quelque chose de super intéressant sur le graphique de l'altcoin dominance. Hier, on était vraiment ici, hein. Et là, on a eu un gros rebond courant de la nuit, en fait, avec des altcoins qui prennent des pourcentages assez énormes. Donc, par exemple, hein, on a, si on regarde sur 24 heures, on a Near Protocol 10%, on a Avalanche 10%, Polkadot 11%, Cardano 14%, on a aussi des 20%, 25% par exemple ici je vois pour Bitcoin SV, The Graph 11%, enfin bref, on a tout de même de très très bonnes performances, Phantom 23%, donc c'est pas rien, sur certains altcoins qui fait qu'on a cette altcoin dominance qui remonte, et c'est vrai qu'on était sur un niveau de support très pertinent. Donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et je vais en profiter pour parler un peu de la partie psychologie, parce que c'est vrai qu'hier, hein, je ne pense pas, moi inclus, hein, c'est-à-dire que moi je reste un être humain, donc hier j'imaginais pas une seule seconde, je sais pas vous, hein, mais moi j'imaginais pas une seule seconde hier acheter du Solana, ou acheter du Phantom, ou acheter des cryptos quelconques, parce qu'on était en pleine chute en fait, hein. Mais il y a des personnes qui ont limité cette chute, qui avaient des ordres, qui étaient positionnés sur des endroits stratégiques, qui ont permis, en tout cas qui ont évité cette chute de continuer, notamment parce que ils ont estimé que c'était des prix super intéressants pour investir, notamment je pense en tout cas à de la smart money, des gros portefeuilles qui étaient présents pour acheter ces dips en fait, ces dips que l'on a constatés hier. Voilà, bref, et ensuite on va enchaîner avec du coup les altcoins. Donc j'en avais sélectionné environ 200 pour vous, on en a analysé déjà une grande partie, on va continuer, et on liste des achats au fur et à mesure du temps. C'est pour ça que toutes les semaines, en fait, j'analyse des altcoins, je sélectionne celles qui me semblent intéressantes, et on a un portefeuille fictif qu'on alimente. On avait mis 2400$ de base, avec 60$ d'investissement sur 40 crypto-monnaies différentes, avec des paliers d'achat, etc., sur chacune d'entre elles, et on va pouvoir continuer ce travail aujourd'hui avec des cryptos qui continuent de chuter, donc c'est une bonne chose. On est très content de pouvoir acquérir des cryptos sur des prix de plus en plus intéressants. Ceci étant dit, je vous passe la petite introduction. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu de la chaîne vous plaît. Moi je vous dis à tout de suite. Je commence rapidement avec le SP500, voilà, la bourse traditionnelle qui ne fait que chuter, les annonces d'inflation encore très importantes aux États-Unis, de la Fed, etc. On sait tous un peu ce qu'il se passe, et ça n'aide pas effectivement à sentir un marché bullish à l'avenir qui pourrait intervenir. On a du mal à imaginer un marché bullish, un peu comme c'était le cas lorsque nous étions ici, c'est-à-dire c'était quel mois exactement? Mars 2020, quand le Covid, on a eu des confinements généraux, que le marché avait perdu ici en l'espace de quelques semaines, environ 30% de sa valeur. C'était vraiment historique. Et cette chute finalement a entraîné un désespoir total. Tout le monde pensait que le marché ici n'allait jamais remonter, hein. On était, là c'était confinement, dans la tête des gens c'était un peu la fin du monde, et finalement il se trouve que voilà, on a rebondi à l'approche de ce niveau là. Là c'était très rapide parce que c'était un confinement international, je crois que c'était le 15 mars, un confinement international. Là ici on n'est pas sur quelque chose de similaire, on est sur une inflation, sur une guerre qui plane sur la planète, mais on se sent moins dans le désespoir quand même que pendant cette période, et c'est pour ça qu'on n'a pas cette chute immédiate. Là ça prend plus de temps, vous le voyez, que cette chute-ci, où là c'était un confinement international généralisé sur l'ensemble de la planète. Donc oui, là c'est plus lent, mais malgré tout on price les événements, c'est-à-dire que lorsqu'on a une nouvelle qui annonce une inflation qui continue d'augmenter, effectivement, avant que cette nouvelle sorte, quelques jours avant, le prix déjà anticipe. Vous voyez, anticipe la nouvelle. Quand la nouvelle tombe, s'il se trouve qu'elle est plus positive que ce que les gens imaginaient, et bien à ce moment-là, peut-être que le marché va directement remonter. Si jamais la news, elle est effectivement vachement plus négative que ce que les gens pensaient, là directement on vient pricer quelque chose à la baisse. C'est ce qui s'est passé récemment, c'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas à quelque chose d'aussi important au niveau de l'inflation. Il se trouve qu'elle est hyper importante, beaucoup plus que ce que les gens pensaient, donc on a eu cette réaction à la baisse immédiate, et aujourd'hui je pense qu'on a pricé cette nouvelle. Je veux dire par là que je pense que les prix actuels des marchés prennent déjà en compte le fait que l'inflation soit importante. C'est-à-dire que les prix actuels reflètent déjà cette nouvelle extrêmement négative. Et cette continuation baissière sur le Bitcoin est intervenue
également lorsqu'on a eu ce SP500 qui établit un nouveau plus bas par rapport à ses plus bas précédents. Donc on voit qu'il y a tout de même une corrélation très importante entre les marchés traditionnels et le marché de la blockchain ou des cryptos, on peut dire, de façon générale. Allez, on va retourner maintenant sur le Bitcoin. Et je vais zoomer un peu sur ce graphique en weekly. Je vais le faire assez rapidement. On va regarder un petit peu ces objectifs que j'avais positionnés. C'était des objectifs, on va dire, temporaires. C'était dans le cas où ce niveau-là, donc je vais vous le mettre ici, ce niveau-là, qui était le bottom précédent avant que l'on vienne le casser récemment, eh bien c'était dans le cas où ce niveau-là faisait office de support et que l'on vienne dessiner un W, qu'on confirme quelque chose. À ce moment-là, c'était les objectifs sur lesquels on pouvait venir s'arrêter au niveau du Bitcoin. Donc c'est simple, en fait, j'avais mis un Fibo qui récupérait cette baisse, donc je vais vous le remettre ici à l'écran. Et là, on observait ces objectifs, effectivement, donc des 35 600, des 42 000, des 52 000, mais voilà, c'est plus d'actualité parce que nous avons percé ce niveau-là, que là, on n'a pas eu de structure, en weekly, rien ne s'est dessiné, on n'est même pas revenu au 23,6, donc il n'y avait aucun rebond, en fait. C'est une continuation baissière assez rapide, et donc on peut estimer qu'on est toujours sur la même vague baissière aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que l'on constate en weekly, et qu'on peut espérer un rebond à un moment donné, on ne sait pas quand ça va se produire, mais on peut espérer un rebond. Et ce rebond, donc, regardez, si on récupère le niveau actuel, alors là c'est pareil, hein, c'est pas parce que je vais vous mettre des objectifs que ce sont des prix qui vont forcément être atteints. Vous comprenez bien que déjà, ce que je fais, ce sont des analyses avec des supports et des résistances, des niveaux pertinents que je peux vous montrer, mais en aucun cas je prédis l'avenir, hein. Là ici, on a un point bas qui se situe au 21 260. C'est là où on a positionné, alors je crois que c'est même plus bas en fait, hein. Tout à l'heure j'ai regardé de façon plus précise, 20 700 $, 20 800 $ approximativement, on a touché cette nuit sur le Bitcoin. Donc j'ai positionné mon Fibo là. En attendant, ça va prendre du temps, hein. Est-ce qu'on va poser un bottom ici? Je n'en ai aucune idée. En tout cas, si c'est le cas, on pourrait estimer que cette fois-ci, le rebond qui pourrait s'opérer par la suite, si jamais il devait s'opérer dès maintenant, eh bien, pourrait nous amener dans un premier temps aux 32 000, dans un second temps aux 40 000 $, enfin 39 200, ça c'est le niveau des 38,2, le premier arrêt de toute la baisse que l'on a ici, et également la zone de rechargement entre les 50 et les 58 000. Donc vous voyez que finalement, ça ne déplace pas énormément nos objectifs de rebond, tout simplement. C'est-à-dire que là, je peux positionner ça et le descendre légèrement ici, celui-ci je le descends légèrement là, et ensuite notre zone de rechargement, que je pourrais représenter d'ailleurs avec un seul rectangle, hein, comme ceci, tout simplement. Voilà, les objectifs de rebond. Donc ça change quand même à la baisse, hein, légèrement les objectifs, mais pas de façon énorme. Malgré le fait qu'on ait un Bitcoin qui, avec cette chute, a perdu quand même 30%, ce qui fait quand même très très mal, vous le voyez bien au portefeuille. Mais au niveau des rebonds possibles, ça ne change pas grand-chose. Donc ça, c'est intéressant à constater. Je tiens à préciser également que ça, ce sont des objectifs, c'est-à-dire qu'en fait, on peut très bien avoir un rebond au 23,6 et avoir une continuation baissière. Ça reste un premier niveau important et on pourra considérer ça du coup comme un rebond. Là, c'était pas le cas, hein. Ici, on a vu, il n'y a pas eu de rebond constaté vraiment en weekly, hein, précis. Là, si on revient au 23,6 par exemple, donc aux 32 000 $, à ce moment-là, on pourrait estimer qu'on a eu cette phase de rebond. Enfin, vous l'avez compris, hein, là, je fais une analyse en weekly, c'est-à-dire que si je passe en daily, quand je vous dis qu'il n'y a pas eu de rebond constaté en weekly, si on zoome sur un graphique plus court terme ici en daily et qu'on reprend simplement cette baisse avec un Fibo, on constate malgré tout qu'on a dépassé les 23,6. Donc oui, en daily, on pouvait estimer une latéralisation, un rebond quand même qui s'est opéré, notamment avec un retour au-dessus du niveau des 23,6. Vous voyez? Donc ça, c'était quand même intéressant à voir que là, on a eu un cours qui a travaillé. Mais en weekly, finalement, on le voit à peine. C'est-à-dire que là, on a juste une ou deux bougies qui ont travaillé derrière pour continuer cette chute. Donc on peut considérer quand même qu'on est sur cette même vague baissière. Donc effectivement, il y a deux possibilités. Là, je vous ai mis un Fibo qui récupère toute la baisse, donc c'est sur quelque chose d'assez long terme en fait, hein. Donc ça veut dire que ça pourrait prendre du temps, hein, ces objectifs. Si jamais là on est sur un bottom, ça va prendre du temps à se construire. Sur du plus court terme, on peut également prendre un Fibo qui récupère simplement cette baisse-ci. Vous voyez que là, on fait une analyse vraiment plus court terme et on regarde les objectifs qui peuvent être atteints. Et là, à ce moment-là, on se dit que là, c'est quelque chose qui peut être atteint plus rapidement. Par exemple, les 23,6, les 38 de 31 200 $, ça correspond à peu près à cette zone, hein, plus long terme qu'on vient de définir. À ce moment-là, on peut faire peur à nouveau à tout le monde, soit pour établir un plus bas, soit pour revenir dans cette zone de rechargement de short, vous voyez, comme ceci. Donc par exemple à cet endroit-là au 24 000, pour ensuite construire un W, à ce moment-là aller chercher ce deuxième objectif, qui en plus, donc ce deuxième objectif c'était les 38,2 de toute la baisse, hein. Mais là, ça représenterait par exemple cette zone de rechargement ici de cette petite baisse-ci, donc c'est un niveau super pertinent, on voit qu'il y a une correspondance entre les deux Fibos, et ça c'est
également super intéressant. Donc voilà, ça il faut bien comprendre que tout ne se fait pas rapidement et que effectivement cet objectif dont je parlais, admettons qu'effectivement là nous sommes sur un bottom local et qu'on vienne rebondir légèrement sur un marché qui finalement reprend un peu de puissance et qu'on revienne admettons sur les 53 000 $ avant fin 2022 pour peut-être derrière continuer à chuter, j'en sais rien. Eh bien il faut comprendre que ça peut se faire dans une temporalité d'environ 6 mois, peut-être même un an, vous voyez. Ça va pas être du jour au lendemain, vous le comprenez bien, on est sur un graphique weekly tout de même. Regardez, cette partie du graphique, c'était quand même avril 2021, donc c'était il y a longtemps quand même. Hein. Vous voyez que là, on n'est pas sur quelque chose sur du court terme. Hein. Bref, j'en ai fini avec l'analyse du Bitcoin, on va enchaîner avec les altcoins, et donc en fait, je débute avec l'altcoin dominance avant de vous parler du portefeuille fictif et justement les achats par palier des différentes cryptos que l'on analyse ensemble depuis déjà 1 mois et demi, 2 mois. Donc oui, les altcoins ont pris très très cher ces derniers mois, vous n'avez pas pu finalement y échapper, si vous étiez un peu investi dans les cryptos, vous avez forcément constaté ce phénomène, et qui d'ailleurs nous a ramené sur des niveaux assez importants, en tout cas un niveau de support assez important que l'on a commencé à dessiner ici avec ce rectangle rouge, dès que nous avons cassé cette trendline. C'est-à-dire que là, en fait, nous étions dans une sorte de canal ascendant qui s'est dessiné. On pouvait imaginer qu'à l'approche de cette ligne, on rebondisse, donc c'est pour ça qu'on identifie ensemble des niveaux pertinents de support. Il se trouve qu'on a cassé ce niveau par le bas. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que là, nous étions dans un canal ascendant, alors que sur le RSI, on avait exactement le même canal, mais descendant. Donc c'était une sorte de divergence qui se dessinait au fur et à mesure du temps. Donc les divergences, c'est intéressant à constater. Malgré tout, ça ne veut pas forcément dire que ça va casser par le bas. Ça a été le cas lorsqu'on a confirmé cette divergence au niveau de cette cassure. Et ça correspondait également à la cassure de cette trendline. Donc oui, là on rentre dans un contexte plus baissier. Malgré tout, c'est pas parce qu'on rentre dans un contexte plus baissier qu'on va aller directement chercher des niveaux super faibles pour avoir des altcoins qui retournent et qui tendent vers des prix extrêmement faibles, vous voyez ? Parce que ici, il y a une zone de support très intéressante, une zone de support horizontale cette fois-ci, c'est pas un canal comme on l'a vu précédemment, où on a eu quand même pas mal de mèches, vous voyez, à plusieurs reprises qui se sont dessinées. Donc c'est une zone de support très intéressante que l'on a identifiée avec ce rectangle rouge et sur laquelle nous avons rebondi hier. Je suis quand même assez content de voir qu'on rebondit dessus et que cette zone de support est en effet une zone de support et qu'on ne la traverse pas comme dans du beurre. Parce que si ici on avait eu une bougie rouge qui, admettons, dimanche soir vienne clôturer en dessous de ce rectangle rouge par ici, et bien là je peux vous dire que ça aurait quand même senti extrêmement mauvais pour la suite, parce qu'on aurait pu imaginer un retour des altcoins à la fois dans un premier temps sur cette ligne-ci, vous voyez, ce qui peut arriver à l'avenir quand même, c'est pas parce que là on résiste sur ce niveau de support qu'on va pas aller chercher ces niveaux inférieurs. On peut très bien rebondir, aller chercher cette ligne pour casser par le bas. Voilà, je parle simplement que le marché aime bien faire des rebonds, qu'on a des niveaux de support et de résistance importants et qu'on essaye de les identifier ensemble. Voilà, si on l'avait cassé par le bas directement, eh bien les prochains niveaux auraient été celui-ci et ensuite, on avait ce niveau-là également qui se situe par ici. Et donc, on aurait eu, par rapport donc au prix actuel, donc je vais prendre vraiment le niveau actuel, moins 27% encore sur les altcoins, sur ce premier niveau de baisse, et moins 38%. Donc imaginez un Ether qui vaut 38% de moins, et avec un Bitcoin au même prix. Voilà, un Ether aux alentours des 900 $ à peu près. C'est à peu près ce qu'on aurait pu imaginer si, c'est ce qu'on peut toujours imaginer d'ailleurs, si on vient casser cette zone rouge de support par le bas. Donc malgré tout, on vient rebondir aujourd'hui sur ce niveau. Et là, on a une bougie assez intéressante qui vient ravaler la précédente. Donc en tout cas, la semaine n'est pas finie, mais si on clôture sur des altcoins avec des niveaux de prix actuels, on vient casser donc la première bougie, on ravale la première bougie, on ravale la seconde bougie sur une seule et même semaine. Et ça serait vraiment très intéressant. Et ça pourrait annoncer, pourquoi pas, une poursuite haussière au niveau, en tout cas, de cette altcoin dominance et donc des altcoins qui surperforment peut-être pendant quelques semaines le Bitcoin. Allez, on enchaîne avec notre portefeuille fictif. Donc ça, c'était un portefeuille, je le rappelle, qui est considéré comme étant une petite partie d'un portefeuille global beaucoup plus important, avec lequel on va prendre plus de risques pour acheter une quarantaine d'altcoins, avec 2400 $, 60 $ de chaque altcoin, avec des paliers d'achat, 3 paliers d'achat pour chaque altcoin, donc 20 $ pour chaque palier d'achat, avec cette stratégie-là dont on va reparler juste après. Ce portefeuille se trouve aujourd'hui avec 25% de baisse, c'est-à-dire qu'au début on avait 2400 $, on en a investi à peu près la moitié, donc là actuellement on n'a pas tous les paliers qui ont été déclenchés sur chacun des altcoins, donc c'est pour ça qu'on a investi la moitié. 33 altcoins qui ont été achetés sur les 40 sur lesquels on doit investir, donc il en reste 7 à déterminer, qu'on va continuer justement, ce qu'on va continuer à faire
Aujourd'hui, on a investi à peu près la moitié de l'argent que l'on voulait y consacrer. On a quand même 25% de pertes sur ce portefeuille de 2400 $. Regardez d'ailleurs, on a commencé ce portefeuille fictif lorsque l'Ether était approximativement sur les 3500 $. Donc on a un Ether qui perd 60%. Donc on a des altcoins qui perdent probablement entre 70 et 90% par rapport au moment où j'avais commencé à faire ce portefeuille fictif, ce qui est quand même relativement important. Et on a un portefeuille, nous, qui est simplement à 25% de chute parce qu'on a pu lisser nos achats et parce qu'on a encore la moitié de l'argent qui est resté encore en dollars. Vous comprenez bien que ça, c'est grâce à une stratégie que l'on développe où on essaye de limiter son risque. On ne sait pas ce qui va se passer sur les marchés, c'est-à-dire qu'on aurait très bien pu avoir, admettons, là on est allé plutôt vers le bas, c'est-à-dire que l'Ether a chuté, donc on a pu acheter pendant que les altcoins chutaient, mais si là on a commencé à acheter ici, si jamais on était venu par exemple que jusque là, et que derrière on avait eu ceci qui se produisait, et que donc ceci ne se produise pas, et bien à ce moment-là on n'aurait peut-être pas pu acheter sur des niveaux inférieurs, mais on aurait quand même profité de cette hausse, même si tout l'argent que l'on voulait consacrer aux altcoins n'est pas investi. Vous avez compris, là je vous montre l'Ether, mais c'est pour l'exemple, là je parle des altcoins en général. Je pense que le prix de l'Ether représente bien le prix des altcoins plus généralement, c'est pour ça que j'ai choisi de vous montrer ça. Donc oui, effectivement, en faisant cette stratégie, on va peut-être gagner moins quand ça monte et perdre moins quand ça descend. Donc oui, on limite son risque, mais surtout ça nous permet, vu qu'on ne sait pas ce qui va se passer sur le marché et qu'on part de ce principe, ça va nous permettre d'établir certaines actions et de quand même rentrer dans le marché quoi qu'il arrive. Et c'est ça la valeur ajoutée en fait de cette stratégie. C'est de pouvoir, quoi qu'il arrive, rentrer sur le marché et ne pas attendre un prix précis qui peut-être ne sera jamais atteint. Je repense à la personne qui a indiqué qu'elle n'achèterait jamais du Bitcoin en dessous des 14 000 $. Peut-être que cette personne pourra manquer cette opportunité d'achat. Vous voyez, donc c'est ça qu'on évite en fait en faisant ce genre de stratégie. Donc on va continuer. La dernière crypto que l'on a analysée dans ce portefeuille fictif, c'était Zen. Voilà, tout simplement. On avait sur cette crypto atteint 2 paliers d'achat sur les 3. Donc on avait pu investir 40 $. Il en reste 26, oui, ça a chuté. Donc voilà la stratégie. C'est-à-dire que si on atteint la zone de rechargement, on a un niveau d'achat. Si on atteint les 85,4, on a un deuxième niveau d'achat. Et si on a une structure confirmée, on a le troisième niveau d'achat. Sur toutes ces altcoins-là, pour la plupart, on a le premier niveau et peut-être probablement le deuxième sur la plupart d'entre elles également, et c'est ce qu'il faudra qu'on vérifie à l'avenir, un deuxième niveau d'achat qui était atteint. Et effectivement, ce qu'il n'y a pas encore eu sur la plupart d'entre elles, c'est la structure confirmée, puisqu'on est dans un marché extrêmement baissier. Donc c'est pour ça que les 20 derniers dollars que je vais consacrer à chacune de ces cryptos sera fait probablement sur un contexte où le marché se sera posé pendant un certain temps, plusieurs semaines, qu'on aura eu des structures qui se seront dessinées. Donc ce dernier palier, on ne va pas l'investir peut-être avant plusieurs mois. Ce qui permet de limiter le risque de façon assez énorme de ce portefeuille, puisque un tiers de l'argent total, donc des 2400 $, ne seront pas investis avant que des confirmations, en tout cas de structures, des W confirmées, vraiment des choses très intéressantes se produisent, qui pourraient annoncer, pourquoi pas, une future hausse. Donc on attend vraiment les confirmations pour investir le dernier tiers de ce portefeuille. Donc voilà, la dernière crypto que l'on a acheté c'était Zen, vous l'avez ici à l'écran, Orizen. Le projet, on va prendre un petit peu toute cette hausse, c'était ça, l'idée de cette stratégie, on reprend toute la hausse et on regarde les niveaux qui ont été atteints. Et on a acheté parce qu'effectivement nous nous trouvions en dessous des 85,4 et en dessous de la zone de rechargement. Donc nos 2 premiers paliers ont été atteints, effectivement, et là maintenant on va attendre simplement une structure. Peut-être qu'elle se produira encore plus bas, et on ne sait pas, mais en tout cas on attendra la structure avant d'investir le 3e tiers pour cette crypto. Voilà, donc comme je le disais, on en a 33 sur les 40 que l'on veut. On va regarder VLX, voilà, VLAS. Donc ici, on a un graphique où, voilà, on a une crypto qui a touché les 62 centimes, donc c'était au mois de novembre 2021. Aujourd'hui, on se retrouve sur les 5 centimes. Donc c'est une chute par rapport au sommet d'environ 90%, voilà, pour cette crypto ici. Donc c'est énorme, mais on est dans le domaine des crypto-monnaies, on sait que c'est très volatile, donc c'est pas forcément très étonnant finalement. On reprend du coup toute cette hausse. Si on regarde un peu cette chute, on voit effectivement, mais de toute façon ça va être le cas sur la plupart des cryptos, on le sait, qu'on a dépassé cette zone de rechargement et qu'on a dépassé également les 85,4. Donc on a 2 niveaux d'achat que l'on peut déclencher sur VLAS. Et donc c'est ce que je vais faire. Là j'avais sélectionné des cryptos qui me plaisaient bien et d'ailleurs je vais peut-être pas tous les regarder, je regarde simplement les projets qui m'intéressent. Et donc celui-ci en fait partie. On va pouvoir investir sur cette crypto-monnaie. Alors je vais vous montrer ça, c'est un portefeuille fictif que vous avez à l'écran, c'est un tableau que j'ai créé sur Google Sheet que je vous partage. Vous avez le lien dans la description si vous voulez en savoir plus. Mais vous allez comprendre un peu comment ça marche quand même pendant cette émission. Donc VLAS, on va l'ajouter. Donc il y a un onglet ajout des coins. Vous voyez, je vais ici et je vais pouvoir marquer à cet endroit-là VLAS tout simplement.
Et on va voir que son prix normalement devrait s'afficher en dollars et en euros. Alors non, alors c'est VLX, oui, je ne sais pas pourquoi j'ai marqué VLAS. Il faut marquer le trigramme de la crypto et non pas le nom complet pour que le prix s'affiche. Donc le prix s'affiche, il y a un programme informatique qui vient récupérer son prix en dollars et en euros, donc là parce qu'il y a le taux euro-dollar qui est récupéré également par ce programme. La SN, ça veut dire que vous avez solde nul, il faut ajouter la quantité que vous possédez de cette crypto pour qu'elle soit ajoutée au portefeuille fictif. On voit malgré tout que VLX est ajouté de partout. On va pouvoir vérifier grâce à ce petit comparateur combien représente 40 dollars en VLX, donc 40 dollars au prix actuel du VLX, ça fait 813,55 VLX. Donc je vais l'ajouter ici, sur le ajout des plateformes et des quantités, je vais mettre 813 VLX, donc 0,55, on va rester précis sur ce portefeuille fictif, et je vais pouvoir retirer donc 40 dollars. On simule cette transaction, c'est un portefeuille fictif ici. Si vous avez ce tableau et que vous faites, vous allez pouvoir y inscrire votre vrai portefeuille. Vous n'allez pas simuler des achats comme je suis en train de le faire, vous allez mettre des ordres. Vous allez simplement aller sur Binance, regarder vos soldes de crypto et indiquer tout ce que vous possédez. Là, vous allez mettre Binance, Coinbase, Ledger, etc. Vous allez dire tout ce que vous possédez, ça fait le total à cet endroit-là. Ça va récupérer donc le prix de chacune des cryptos que vous allez ajouter. Ça va vous indiquer ce que vous possédez tout simplement dans votre portefeuille. Voilà, donc on a les mêmes performances que tout à l'heure, on a simplement ajouté 40 dollars de VLX et on a supprimé 40 dollars, 40 USDT tout simplement. Voilà, on va continuer avec la crypto-monnaie suivante. Donc la Sia Coin, ça c'est intéressant, c'est un projet qui concerne le cloud décentralisé. On voit que la crypto-monnaie est quand même redescendue extrêmement bas au niveau du prix, donc 0,03. Si on regarde la chute, ici on est plutôt à 93%, c'est à peu près comme VLAS. Vous voyez qu'on a eu, c'est une crypto-monnaie qui existait déjà en 2018, et ça c'est intéressant de le voir, c'est-à-dire que lors du précédent bull run déjà elle était présente, et la crypto avait touché les 10 centimes. Je pense qu'on pourrait aller voir sur CoinGecko, je pense qu'il y a eu une inflation énorme sur cette crypto, en tout cas c'est ce que je me dis, quand je vois effectivement le fait que lors de ce bull run, on n'est pas venu chercher un sommet plus important ici que celui de 2018. Je pense que la capitalisation de la crypto était probablement plus importante, mais que le prix effectivement n'a pas été dépassé. Pourquoi ? Parce qu'elle a sûrement subi une très très forte inflation. Je dis ça sans en être sûr, donc je regarde. Offre en circulation, 51 milliards. Offre totale, point d'interrogation. Donc effectivement, je pense qu'il n'y a pas de limite de création à ce token, raison pour laquelle eh bien, on a eu probablement un sommet plus bas lors de ce bull run plutôt que le précédent. Malgré tout, on revient quand même très très bas ici aujourd'hui, puisqu'on revient tester d'ailleurs, et c'est intéressant de le voir, les anciens niveaux, c'est-à-dire que là, les necklines en fait, on a des W qui se sont formés ici, vous voyez, bim, une hausse très importante. On a eu cette chute également très importante, on retravaille légèrement ici, on revient, on rechute, et là on voit qu'on revient tester la neckline de cette énorme zone que nous avions travaillé entre ici 2018 et ici 2021. Voilà. Donc c'est intéressant à voir. Et c'est vrai que plus ça va et plus je me dis qu'il faut quand même que je sélectionne correctement ces 40 cryptos, même si j'avais présélectionné des cryptos qui m'intéressaient, il faut quand même que l'on prenne, je pense, des cryptos quand même assez fortement capitalisés qui ont probablement un avenir. C'est un peu le but de l'émission. Je pense que celle-ci a un avenir, mais le fait qu'elle n'ait pas de limite, en tout cas d'offres, ça me gêne un petit peu en tout cas. Donc je ne vais pas la sélectionner pour ce portefeuille fictif, même si je pense qu'elle est tout à fait viable pour être intégrée dans un portefeuille. D'ailleurs je crois que j'en ai dans mon portefeuille personnel. On va du coup aller regarder une crypto qui m'intéresse plus, Engine. Engine, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup plus aujourd'hui. On va regarder un petit peu du coup son inflation. Combien de tokens il y a ? 934 millions de tokens sur une offre totale de 1 milliard. Donc clairement, on n'est pas loin de l'offre totale. Donc ça, c'est intéressant. Donc là, on parle d'un écosystème lié aux jeux vidéo. J'ai pu jouer à certains jeux qui utilisaient cet écosystème, notamment Lost Relic. Donc c'était un RPG. C'est pas un jeu comme Stephen où vous allez vouloir mettre de l'argent dedans pour avoir un retour sur investissement rapide, etc. Non, c'était un jeu qui était vraiment plus fait pour s'amuser. Donc ça attire beaucoup moins de monde. Par contre, les gens ne vont pas jouer à Lost Relic pour gagner de l'argent. Peut-être que de temps en temps, vous allez drop une épée qui va valoir 20 ou 30 dollars. Mais franchement, c'est pas pour ça que vous jouez. Donc c'était sur l'écosystème d'Engine. Et j'avais pu effectivement, sur le marketplace, commencer à échanger des équipements, des choses comme ça. J'avais pu m'amuser un peu à relier mon wallet dessus. Et franchement, c'était plutôt bien fait. Et bien utilisé. Donc je suis assez content de ça et je pense que ce projet a un avenir.
On va donc pouvoir l'ajouter à notre portefeuille fictif, notamment lorsqu'on observe directement à l'écran cette chute monumentale sur Engine, comme sur la plupart des cryptos bien sûr. On va récupérer toute cette hausse, et voilà, on est en dessous des 0,854. Donc oui, on a dépassé la zone de rechargement, on a même touché cette seconde zone des 85,4. Donc oui, on a 2 paliers à investir, on est très loin d'avoir une structure encore, donc on va pas y passer 3 heures. Je vais simplement l'ajouter au portefeuille ici, donc je vais mettre ENJ, donc je vais mettre en majuscule. Voilà, Engine. Son prix va s'afficher en dollars et en euros à cet endroit-là, 46 centimes de dollars, 44 centimes d'euros. Je vais regarder combien ça fait du coup, 40 dollars, ça représente 86,57 Engine. Je vais pouvoir l'ajouter au portefeuille, 86,57 86,57 Engine, et je vais retirer du coup les 40 dollars. Voilà, et donc c'est bon, j'ai ajouté Engine à ce portefeuille fictif. Là, on a eu du coup pu mettre 2 paliers d'investissement ici aussi. Je vais mettre le même format ici pour que ce soit cohérent. Et puis donc voilà, on a pu ajouter cette crypto. On a un portefeuille qui est toujours à moins 25%, moins 24,5% de baisse. On a pu acheter de nouvelles cryptos supplémentaires. On est à 35 désormais sur 40, il nous en reste 5. Et on va pouvoir également réanalyser les précédentes pour voir s'il y a des paliers supplémentaires qui ont été atteints. Notamment pour celles par exemple comme Myota, celles comme One, par exemple, où il y a eu un seul palier qui a été investi, j'ai mis un petit 1 à côté, et donc je pense qu'effectivement on arrive, ils ont pu probablement dépasser les 85,4 désormais, donc le deuxième palier sera déclenché. Mais vous savez quoi, je suis pas forcément pressé parce que je pense pas que le marché va nous faire quelque chose comme ça en quelques heures. Donc on va prendre le temps, c'est un portefeuille qu'on analyse avec le temps, on lisse avec le temps. Tout simplement, et on peut espérer peut-être à l'avenir, si jamais une hausse se produit, à ce que ce portefeuille redevienne positif, même si on ne revient pas sur les niveaux où on a commencé à investir dans ce portefeuille, puisqu'on a commencé quand voilà, les cryptos étaient par ici. Même si on revient par là, peut-être que le portefeuille commencera à devenir positif, malgré le fait qu'on soit sur un niveau plus bas qu'au moment où on avait commencé à investir. C'est également le point positif de cette stratégie. J'arrive sur la fin de cette émission, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas si c'est le cas à vous abonner, à liker. Je vous souhaite une excellente journée et bon courage avec ce contexte très difficile. Je vous dis à très bientôt, salut tout le monde.